Bonsoir tout le monde, bienvenue à la capsule numéro 7 de Mademoiselle C. Ce soir, des québécismes et des expressions qui nous viennent de la langue anglaise. Québécisme, mes élèves, vous le savez, hein, c'est propre à la langue québécoise. Ce sont des mots qu'on ne dit qu'au Québec puisqu'ils font référence à des portions de notre culture. Première question. Premièrement, pourquoi ne parle-t-on pas le français de France, nous, ici? Comme nos ancêtres viennent de France, hein? Ils sont partis de la France ici, et là où le fleuve rétrécit, ils sont rentrés dans le fleuve, et bon, on s'est installé en Nouvelle-France, qui est aujourd'hui notre Québec. Eh bien, en France, il y a 400 ans, il y avait plusieurs sortes de français, dépendamment de la région de France. Donc, ça se compare, je vous dirais, avec aujourd'hui. Si on regarde le français des gens qui habitent en Acadie, le français de quelqu'un qui habite à Montréal et le français de quelqu'un qui habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des expressions, des patois qui sont propres à la région. La France était la même chose. Donc, par contre, le roi, lui, il parlait un français qui ressemblait extrêmement au français que nous, on parle aujourd'hui. Donc, des toués, des mouets. Le roi, d'ailleurs, hein, il ne s'appelait pas le roi, c'était le rouet. Et il ne parlait pas français, hein, il ne s'exprimait pas dans ce français-là, le roi. Alors, le rouet parlait François, puis des gros toués, puis des gros mouets. Assisez-vous au lieu des asseyez-vous, puis j'y ai donné l'argent que j'y dois, au lieu que je lui dois de l'argent. Nous, on a choisi le français du roi comme français quand on est venu s'installer ici. C'est ce français-là qu'on a choisi. Plus tard, c'est la France qui a modifié son français. Donc, eux, ils ont cessé de parler de façon universelle le français du roi pour adopter le français des écrivains et des philosophes qui était le français de France que l'on connaît aujourd'hui. Alors, voilà pourquoi nous ne parlons pas le même français qu'en France, alors que pourtant, nous venons de là. Donc, notre français à nous, ici au Québec, est composé d'archaïsmes, donc de vieux mots qu'on rapporte de la France, de régionalisme, parce que nous aussi, hein, dépendamment de la région, on a des expressions, des patois différents, et d'anglicisme. Et voilà, j'y arrive. Anglicisme, des mots tirés de l'anglais. Là, premièrement, bécosse. Oui, la bécosse, nous, on la connaît bleue en plastique comme ça aujourd'hui. Hein, mais autrefois, la bécosse, comme il n'y avait pas de salle de toilette ni de toilette dans les maisons, la bécosse était une petite maison de bois, une petite maisonnette qu'on construisait à l'arrière de la maison. Et comment ça fonctionnait? Hein? Regarde, il y a un petit banc de bois. Et en dessous, finalement, on avait creusé un gros trou dans la terre. On mettait la cabane par-dessus. Donc, quand les gens allaient à la toilette, ils faisaient dans le trou. Et une fois que ça tombait dans le creux. Une fois que ce creux-là était rempli, après un temps indéterminé, là, il fallait on enlevait la petite maisonnette de bois, on allait creuser un trou plus loin, on mettait la maisonnette par-dessus le nouveau trou et on remplissait le vieux trou, on l'enterrait. La backhouse, c'était les Anglais qui appelaient cette maison de toilette-là derrière la maison, la backhouse. Mais comme nous étions des Français et ne parlions pas l'anglais, l'accent de backhouse est devenu backhouse, bécosse. Et nous, on a adopté le mot qui est un québécisme aujourd'hui, c'est « je m'en vais à Bécosse », mais ça vient de backhouse, en fait, qui est le mot anglais. Il y a eu plus tard des dérivés là, où est-ce qu'il y a eu des petites bécosses comme ça, qui étaient une backhouse, qui était plus près de la maison. Et même à un moment donné, on l'a annexé à la maison de sorte que la porte ouvrait de l'intérieur de la maison, mais elle était quand même une maison accrochée, une petite maisonnette accrochée à la maison. Et à ce moment-là, comme on ne pouvait pas la déplacer quand le trou était plein, ce qu'on faisait, c'est qu'en dessous, ici, c'était une chaudière. Et lorsque la chaudière était pleine, là, on allait vider la chaudière plus loin. Pourquoi on faisait ça? Ça simplifiait. Hein? Un grand soir d'hiver en janvier, en pleine nuit, ça ne te tente pas d'aller dans le fond de la cour. Hein? Alors, voilà. Enfiroiper. Je me suis fait enfiroiper, ça veut dire je me suis fait avoir, je me suis fait berner, je me suis fait jouer un tour. D'où ça vient? En fait, les Anglais qui avaient beaucoup plus d'argent que les colons français
elles portaient des manteaux de fourrure, alors que les colons portaient des manteaux de lin. Et une première explication serait que, bon, in fur wrapped, en fait, ça veut dire enveloppé de fourrure. Donc, comme les Anglais, souvent, nous exploitaient et n'étaient pas très clairs envers nous, là, j'en ai parlé souvent, là, du conflit anglais-français, ben, quand on disait je me suis fait in fur wrapped, c'est je me suis fait envelopper de fourrure par quelqu'un qui est malhonnête. La personne enveloppée de fourrure a été malhonnête envers moi, donc je me suis fait enfiroiper de in fur wrap, mais encore une fois, comme nous, on est des Français, ben, on le prononçait pas nécessairement de la bonne façon, donc c'est devenu enfiroiper. Il y a une autre explication qui dit que les Amérindiens, lorsqu'ils faisaient du commerce de fourrure, ils enveloppaient les fourrures moins belles dans une de qualité. Donc, quand ils nous apportaient des fourrures qu'ils avaient trappées, ben, ils en mettaient peut-être 10 moyennes, mais par-dessus, pour envelopper le gros paquet, ils en mettaient une très belle, de grande qualité. Donc, ils vendaient ce paquet-là en laissant penser à la personne que toutes les fourrures du paquet étaient aussi belles que celles du dessus, alors que c'était faux. Donc, se faire avoir, c'était se faire passer quelque chose enveloppé de fourrure. Comme se faire avoir, c'était se faire maltraiter par quelqu'un enveloppé de fourrure, enfiroiper. Déguédine, ça veut dire, ouais, déguédine, dépêche-toi. Et ça, d'où ça vient? C'était dans les camps de bûcherons. Ben, on s'entend que les contrôleurs des camps de bûcherons, ben, les bûcherons, c'était les francophones, puis les contrôleurs, puis les chefs du camp de bûcherons, c'était des anglophones. Hein? C'était eux qui avaient l'argent. Et ils avaient l'habitude de crier après les travailleurs pour qu'ils travaillent plus vite et plus efficacement en leur criant « dig it in », qui veut dire « creuser » en anglais. Parce que lorsqu'on avait coupé un arbre, ben, il fallait creuser pour enlever la souche. Donc, il fallait creuser autour pour être capable de bien enlever la souche. Alors, les Anglais criaient d'un ton très ferme, puis donnaient l'ordre « dig it in ». Donc, nous, c'est devenu « hey, dig it in, grouille-toi ». Mais ça nous vient d'un mot anglais. Et le dernier ici, pour les anglicismes, ben, un québécisme tiré de l'anglais, en fait, dérencher. En fait, un wrench, c'est une clé anglaise. En français, c'est une clé anglaise. En anglais, c'est un wrench. Donc, ça sert à bien attacher un boulon. Bien, dérencher, nous, quand on dit ça, et c'est tout dérencher, mon affaire, c'est que c'est tout démantibulé, c'est tout défait, c'est tout déguédiné. Bien, ça vient de wrench, c'est bien avec le wrench, je vais bien boulonner quelque chose. Si c'est dérenché, c'est tout déboulonné, c'est tout croche, ça tient pas, c'est de la patente à gosse. Donc, dérencher, ça nous vient de la langue anglaise. Maintenant, une expression, le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures est une légende. En fait, hein, anciennement, on racontait aux jeunes enfants que si tu t'étais pas couché suffisamment de bonne heure, ou en tout cas, si à 7 heures, tu n'étais pas dans ton lit, ben le bonhomme 7 heures allait venir te prendre. Donc, il venait chercher les enfants, puis là, il n'y a aucun enfant qui avait le goût de se faire ramasser par le bonhomme 7 heures, même si on ne l'avait jamais vu. Mais d'où ça vient ça, en fait? Ça aussi, ça vient de l'anglais. Parce qu'en fait, anciennement, comme on n'avait pas de système de santé comme aujourd'hui, si j'avais une cassure, une foulure, une fracture d'un os, une foulure, une entorse, on allait voir le ramancheur du village. Le ramancheur, c'est un monsieur qui te ramanchait. Donc, tout le monde le savait, avait déjà entendu que si tu allais le voir ou que le ramancheur était venu chez toi arranger le bras de ton père qui s'était cassé le bras dans le champ, là, on va lui donner 2-3 petites gorgées de gin pour le rendre un petit peu moins conscient de sa douleur, là. Et 1, 2, 3, go! J'y replace le bras, puis j'y replace l'os, j'y remets l'os à la bonne place, puis là, on enroule ça, puis attend que ça guérisse. C'était pas on va à l'hôpital avec un plâtre et tout. Sauf que les jeunes enfants, là, ils entendaient très bien quand le ramancheur venait ramancher quelqu'un. La personne, elle criait, là. C'était extrêmement douloureux se faire ramancher. Mais un ramancheur, en anglais, l'expression, c'était un bone setter. C'est-à-dire qu'il te replaçait les os. Bone, c'est les os. Donc,
quand on disait aux enfants, « Hey, attends pas que le bon setter, veux-tu qu'un enfant trop tannant ou qui se couchait pas, on lui disait, « Hey, je vais faire venir le bon setter. » Et là, l'enfant, lui, savait quand le bon setter, le ramancheur venait, la personne avait bien mal à crier. Donc, c'était suffisant pour faire peur aux enfants. Mais bon setter, comme nous, encore une fois, on était des francophones, c'est devenu, avec la prononciation francophone, bonhomme setter. Et je termine avec go Habs go. Go Habs go, c'est une expression au hockey. Ben, pas une expression, c'est quelque chose qu'on scande au hockey quand on veut encourager les Canadiens. Hein? Go Habs go, go Habs go. Il y a des gens qui disent que c'est parce que le premier nom de l'équipe des Canadiens a été les habitants. C'est faux. Ça ne vient pas de là du tout. En fait, le CH du Canadien, ça vient du Club de hockey canadien. Le H, ça n'a pas rapport avec habitants. Pourquoi on dit les habitants go Habs go? En fait, c'est que les Canadiens ont été fondés en 1909, le Club de hockey des Canadiens, mais il y avait un deuxième club de hockey à Montréal de 1903 à 1918 qui s'appelait les Wanderers. Et ça, c'était leur chandail. C'était un club de hockey anglophone. Et en 1914, quand les Canadiens de Montréal jouaient contre les Wanderers de Montréal, les deux équipes de Montréal, à l'Arena de Montréal, mais là, à un moment donné, il y avait les francophones qui prenaient pour les Canadiens, puis il y avait les anglophones qui prenaient pour les Wanderers. Mais là, se rendre à la partie, on ne savait pas trop quelle couleur mettre pour encourager notre équipe, puisque en 1914, le logo du Canadien était rouge et les Wanderers aussi. Donc, il est parti une habitude que les francophones s'habillaient en habitants. Donc, le costume d'habitant qui était la tuque, la ceinture, le ceinturon et les mocassins, comme l'habitant de la Nouvelle-France. Et là, ça voulait dire, moi, quand je suis habillée comme ça, c'est clair que je m'en viens encourager les Canadiens de Montréal et non les Wanderers. Et là, comme j'étais habillée en habitant, c'est vraiment en 1914 qu'on a commencé à dire « Hey, go Habs go, go Habs go, go les habitants, go les habitants ». C'est de là que ça vient le fameux Go Habs Go. L'équipe des Wanderers, c'est dissoute en 1918, là, elle est disparue. Puis là, j'ai mis ici là, tous les logos que le Canadien a eu à travers les années. Regardez, hein, son premier, c'est un C bleu. Après ça, une feuille d'érable verte. Là. Il y a eu vraiment beaucoup d'évolution.